chez maman Elisabeth Moya-Tolande, une écrivaine, journaliste de formation. Elle est auteure de Dame A, t'as suivi de Ngamelo, Moi femme je parle. Elle est écrivaine de première, deuxième, troisième génération. Nous allons parler avec lui, elle va nous expliquer. Nous allons apprendre bien sûr avec lui parce que c'est maman Elisabeth Moya-Tolande. Comment on peut vous définir? Et moi, je me définis comme étant une femme qui a vécu finalement quand même une époque du passé et qui vit maintenant actuellement le présent. Et donc, je me définis comme une personne de troisième âge, n'est-ce pas? Ayant dépassé le cap de la verdeur de l'âge. Donc hier d'ailleurs j'écrivais quelque part, je disais dans la verdeur, dans ma verdeur, c'est-à-dire que j'ai dépassé cette étape de la verdeur et je suis au troisième âge et je m'y plais. Je m'y plais parce que ce n'est pas la fin. Et ce que je vais dire par ma propre expérience, au contraire, j'ai beaucoup plus d'inspiration et j'ai beaucoup plus de force intérieure et la capacité d'écrire. Et je suis en train d'ailleurs d'aller vers ma retraite. J'aurais dû déjà avoir ma retraite depuis longtemps puisque je vais vers mes 75 ans. En fait, comme j'ai travaillé, j'ai pris l'option de faire un travail libéral. C'est-à-dire que je ne suis pas au service d'un employeur, à l'exception du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police où je suis experte, mais j'y suis en tant qu'experte, actrice de la société civile, donc j'y suis allé de manière bénévole et maintenant je travaille évidemment dans un contexte, je peux considérer que ce n'est pas un patronat, mais c'est beaucoup plus un service qui est rendu à la patrie. Et donc, je veux dire que j'ai l'expérience dans ma vie de pouvoir travailler en freelance, c'est-à-dire seul. J'ai initié, je travaille et je me sens bien. Mais là, je me dis que je dois prendre ma retraite et je me pose la question, mais la retraite par rapport à quoi? Puisque je continuerai à travailler, je continuerai à réfléchir, je continuerai à faire des conférences, etc., etc. Je me dis, oui, ça c'est vraiment intéressant. Si je pouvais me libérer des contraintes et des vicissitudes de la vie et me consacrer à la pensée, à l'expression de la pensée, parce que ce qu'il faut pour mieux influencer, pour contribuer au changement, c'est d'y aller par la pensée, exprimer sa pensée, publier sa pensée et partager, communiquer sa pensée, mais recevoir également la pensée des autres, échanger, entrer en interaction. Ça, c'est vraiment passionnant. Que veut dire la réforme de la police? Bon, la réforme de la police, c'est un processus, je dirais un processus vital, un processus qui est né depuis, je dirais qui est lancé depuis 2007, à l'issue de l'atelier de Mboudi en avril 2007, donc lancé par le gouvernement en accord avec toutes les parties prenantes, dont la société civile, etc., etc. Mais cette réforme de la police tire quand même son origine de la Constitution de la République, la Constitution de 2006, qui fait de la police un service qui est un service qui s'occupe de la sécurité des personnes et des biens, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment l'essence même de cette réforme. Et
En fait, depuis 2007, nous sommes dans ce processus. Moi, j'y suis aussi en tant qu'actif de la société civile. Avant d'être au comité de suivi de la réforme de la police, nous voulons d'une police qui ait un visage humain, une police professionnelle, une police capable de rendre les services de qualité à sa population. Et pour cela, il lui faut un cadre légal et réglementaire qui puisse lui permettre d'agir, n'est-ce pas, de manière dans le respect des lois, des textes du pays, mais aussi dans le respect de ses propres textes. Donc la réforme de la police, en tout cas, ça amène beaucoup de changements. Actuellement, l'un des résultats visibles, c'est quand même que la police que vous connaissiez, parce que les gens connaissent mal la police, hein, la police que vous connaissiez, jadis, c'est une police qui est maintenant qui a une nouvelle figure, qui est dans sa composition, n'est-ce pas, le commissariat général, qui est en tête en fait des opérations, mais aussi l'inspection générale PNC qui se charge justement de contrôler, d'auditer, d'évaluer, n'est-ce pas, le fonctionnement de la police et le Conseil supérieur de la police. Et à côté de cela, il y a le comité de suivi de la réforme de la police où nous sommes là pour conceptualiser, mais également pour faire le suivi et évaluation, pour que finalement les plans d'action qui ont été conçus, n'est-ce pas, qui ont été élaborés, qui ont été adoptés par le gouvernement, puissent être mis en œuvre. Et nous faisons également le plaidoyer pour que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, donner le financement requis et aussi, surtout, signer les textes d'application des lois de base de cette réforme, à savoir la loi organique, n'est-ce pas, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, mais également le statut de policier de carrière. Donc, ce sont deux lois de base, n'est-ce pas, pour la police, et il faut des textes d'application, et le gouvernement, sa responsabilité, c'est de signer pour que ces lois soient appliquées, mais également donner le financement requis pour que les projets de la réforme puissent être mis en œuvre. Mais voilà, donc, un autre résultat qui est quand même visible, c'est la police de proximité, qui n'est pas une unité dans la police, mais c'est en fait une nouvelle culture de la police, culture de travail. Les policiers doivent être proches de la population, doivent être accessibles à la population. La population doit collaborer avec la police. Donc la police d'aujourd'hui, selon la réforme, n'est pas la police d'hier qui était antagoniste à la population et que la population fuyait. Parce que jadis, et encore aujourd'hui malheureusement, parfois avec le Ouidjana, oui, c'est que quand la population, les gens voient la police la nuit, ils s'estiment être en danger. Ça ne devrait pas être le cas d'après la réforme de la police, parce que la police est là pour rassurer la population et pour protéger, sécuriser la population et sécuriser également les biens de la population, sécuriser également l'État à travers les hautes personnalités et aussi les infrastructures, n'est-ce pas, de l'État. Voilà. Nous avons parlé avec lui, comme je l'ai dit au début. Nous avons appris, bien sûr, nous avons sérieusement appris avec maman Elisabeth Moya-Tolande. C'est très important d'avoir des icônes littéraires comme elle. Ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.